Zora? D'abord, je voudrais avoir une pensée, pour, toutes les victimes, leurs familles et puis ceux qui sont, sortis de là, mais, en fait, qui ont un traumatisme tellement grand, que je pense qu'ils auront du mal, à oublier et je pense à eux. Et puis à Bruno, qui y était surtout et qui est avec nous ce matin, pardon, ce soir, je suis déjà le soir. Mais, Pour Bruno, oui, parce qu'il a pas oui, oui, dormi. oui, non, non, Je suis mais pas énervé pour moi, je non, suis non, pas mais énervé. voilà et donc c'est important. Comment dire? Hem, le Bataclan et tous les actes terroristes que la France a subis, c'est pas, de l'acte terrorisme, fou, mais il avait un projet. Il repose sur une idéologie. Il repose sur une attaque, de nos libertés, de notre façon de vivre, de notre démocratie et puis, de la légèreté avec laquelle, chacun peut vivre, sa façon, de voir sa propre vie, c'est-à-dire, aimer, danser, chanter, vivre, se baigner, épouser qui il veut, c'est un projet de société, c'est un art de vivre et c'est ça qu'on attaque, régulièrement et donc je suis, aujourd'hui, je me dis que on n'a pas, progressé, on a même régressé. Le relativisme ambiant, parce que, Laurent Nunez dit, qu'il y aurait peu probablement d'attaques, de masse, Oui. mais on ne doit pas, oublier, les attaques, ça et là. Parce qu'elles disent quelque chose de notre société. Elles disent qu'il y a des gens dans notre société qui combattent ce que nous vivons, qui combattent, notre art de vivre, qui combattent, notre égalité homme-femme, qui combattent nos valeurs de la République et ils sont toujours là. Ils sont peut-être isolés, mais isolés 1+1+1, à la fin ça fait quand même de la masse et moi personnellement je trouve qu'on a régressé, régressé énormément. Il y a trop de relativisme politique, en particulier, à l'extrême gauche, et ça, c'est extrêmement dangereux et en même temps, je me dis qu'on est quand même pas mal protégés parce que les forces de l'ordre, les pouvoirs publics, les services spéciaux ont bien su déjouer, beaucoup d'attentats. Mmh. Mais donc on ne doit pas baisser la garde, on ne doit pas baisser la garde sur nos valeurs et j'allais dire, un acte isolé, on ne doit pas l'accepter et si on commence à se dire qu'il y a que les attaques de masse qui nous font bouger, alors, toutes ces petites attaques finiront peut-être un jour à Didier? devenir des attaques de masse. Écoute, ouais, moi je suis comme tout le monde. C'est un jour quand même particulier pour notre pays. Je suis triste. Moi, il y a un truc qui me stupéfait là-dedans, c'est que des gens sont sortis vivants du Bataclan et après c'était tellement invivable qu'ils se Oui. sont suicidés, quoi. Mmh. Tu vois, moi qui ai vu de près le suicide par rapport à des copains agriculteurs, je, je, je me dis que c'est quand même un truc qui te tue, même si tu es encore vivant, quoi. Et après, derrière ça, sur cette journée de commémoration, alors déjà, je m'interroge, est-ce qu'on peut faire un truc sans Thierry Reboul dans ce pays? Parce que dès qu'il y a un truc de la République, il y a Thierry Reboul qui y est associé. Je sais pas s'il fallait y donner ce côté festif. Moi, j'en suis pas persuadé. J'en suis pas persuadé. Je comprends aussi le symbole. J'ai écouté hier Mbappé qui dit le meilleur hommage qu'on peut rendre, c'est de la joie et que la vie s'arrête pas. Et gna, 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 gna. En même temps, moi, je trouve que c'est un moment solennel et dans un moment solennel, ce qu'il faut, c'est de la solennité. Il y aura de la solennité, tout Ouais. au long de la journée avec les différentes cérémonies aussi au jardin du souvenir. Non, mais Ce voilà, soir. tu vois, D'ailleurs, le président je de m'interroge l'association des là-dessus. victimes le dit lui-même, hein, il dit: «Soyons tous ensemble, mais célébrons aussi, notre République et notre culture. Les terroristes n'ont Oui, pas gagné Voilà. sur là». Ça a Non, été fait en mais association avec ouais, les non, familles mais des ce victimes. message-là est Bien entendable. sûr. Ouais. Après, derrière ça, moi, tu vois, je lis quand même un peu ça à votre émission d'hier, quoi, où certains t'expliquent que c'est impossible de sortir de la religion musulmane et que si tu cherches à sortir, t'es condamné à mort dans certains endroits, dans certains pays. C'est euh, l'apostasie. Ouais. ouais, et du coup, je me dis, comment on sort parce qu'il faut appeler un chat, de cette guerre de religion qui est ancrée dans le prosélytisme, qui est, enfin, je veux dire, moi qui aime l'histoire, on est avec cette religion-là à ce qu'on était au 15e et au 16e siècle en France, quoi, avec la chrétienté. Et je sais pas comment on en sort de ça, quoi. Je sais pas comment cette menace elle ne pèsera pas pour De très longtemps terrorisme encore. islamiste. Oui, mais comment cette menace, elle pèsera pas encore pour très longtemps
sur la France et sur l'humanité tout entière. Parce que ceux qui souffrent, c'est aussi des gens... Il ne faut pas confondre, si tu veux, la foi et la religion avec ceux qui l'instrumentalisent et qui en font une arme. Je ne confonds pas, mais je sais aussi que ces gens qui ont fait ça au Bataclan et cette nuit-là se réclamaient de cette religion-là. De l'État islamique, surtout. Et du coup, à un moment donné, comment... justement, tu poses la question, comment on dissocie le musulman qui exerce sa foi de façon tranquille et comment on arrive à trier ces gens qui veulent exercer la foi d'une façon différente et dangereuse pour notre mode de vie, tout simplement. Bruno Poncet, avant d'écouter Rodolphe au 32-16. Tu la vives comment, qui est cette un journée, ancien Bruno, policier. Ces commémorations, par exemple, tu y vas ce soir? Alors moi, je vais devant le Bataclan comme chaque année. Sauf en 2020, on nous en a privé à cause du Covid. Ça a été une épreuve terrible de ne pas y aller, mais enfin, c'est comme ça. Et j'irai pas au jardin. Parce qu'il y a un jardin qui a été créé spécialement pour les victimes. Alors moi, le jardin, je l'adore. Hein. J'y vais régulièrement et j'espère que les gens mangeront des sandwichs en s'asseyant sur les pierres et que ça devienne un lieu de fête, qu'un petit peu comme... parce que c'est pas un cimetière, c'est pas un mausolée. Mais par contre, j'irai pas parce que moi, mettre 3000 personnes dans une nasse comme ça, vu que moi, je suis agoraphobe, c'est pas pour moi. Et puis moi, il y a de l'indécence. Il y a de l'indécence du président de la République, il y a de l'indécence de certains politiques qu'on voit là, qu'on a eu des discours de leur part pendant 10 ans, et puis d'un seul coup, ils vont être là pour se montrer à la caméra. Et donc, moi, non, je préfère faire autre chose. D'ailleurs, Alain m'a invité à venir avec lui, je préfère que c'est plus cool. Comme ça, au moins, ça me fera une journée un peu plus... Il faut vous rappeler, parce qu'Olivier et moi animerons 2 émissions spéciales tout au long de la journée cet après-midi. Mais toi, Bruno comment sera avec tu moi vas sur BFM TV 10 ans après, comment tu vas en fait? Parce que on entend des témoignages de victimes qui sont encore très très marqués parce que je parle des survivants, parce qu'ils ont vécu ce soir-là, aussi bien sur les terrasses, dans les bars qu'au Bataclan. Moi, ça va bien en fait. Ça va bien parce que déjà, moi, je suis sorti vivant, que... moi, je suis rentré à 3 dedans avec un ami, son fils de 10 ans, que j'en suis sorti à 4 avec une jeune femme d'une trentaine d'années en plus. Donc, moi, ça va. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ma vie, elle était impactée. J'aime pas être dans les transports en commun, mais je suis obligé parce que j'habite en région parisienne. J'aime pas la foule, mais je suis obligé parce que j'habite à Paris. Donc, je travaille à Paris. Ben voilà, c'est comme ça. Mais ça va. Puis, moi, réellement, j'ai pas le droit de me plaindre parce que moi, j'ai vraiment... j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir, de pas avoir fait les extrémités qu'on est obligé d'aller parce que, comme Guillaume Valette et puis Fred Deville qui se sont suicidés après. Parce que, voilà, moi j'étais comme eux pendant longtemps. Moi j'arrivais pas à trouver la lumière. La journée, je donnais le change. D'ailleurs, vous me receviez des fois sur votre plateau des grandes gueules en tant que délégué syndical. J'arrivais à parler avec vous, à rigoler, à dire des trucs. Mais je rentrais chez moi, c'était la noirceur. J'arrivais pas à trouver la lumière. Et en fait, des fois, tu te dis qu'en faisant un trou dans ta tête, ça irait peut-être mieux. Puis je l'ai pas fait par manque de courage, hein, sûrement, mais voilà. Et donc ça va, mais on verrait que moi j'ai quand même la chance d'avoir des activités, de faire des trucs et puis de faire des choses qui donnent un sens à ma vie tous les jours. Mais cette semaine, en parler, peut-être que ça joue aussi. Ouais. Mais rapidement, mais tu sais, parce que moi j'ai vu des témoignages de gens qui commencent à parler pour les 10 ans, quoi. Ouais. Et du coup, ces gens-là, ils vivent encore plus dans un enfermement. Mais par exemple, cette semaine, on revit ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il y a beaucoup de documentaires, de reportages, de témoignages dans toute la presse. Des extraits, etc. Est-ce que toi, tu t'éloignes de ça ou est-ce que tu te replonges malgré toi Moi, j'ai rien regardé. Après, moi, j'ai tous mes potes qui relaient sur les réseaux, donc ça me tombe dessus, mais je regarde rien. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est honteux, mais réellement honteux, en fait, que la plupart des médias soient emparés de la bande-son. Du Bataclan, parce qu'en fait, il y avait un petit magnétophone qui était au balcon, qui a enregistré pendant plus de 2h30 ce qui s'est passé. On entend notamment le bruit des balles. On entend tout. En fait, moi, je l'écoutais. En fait, après le procès, nous, au procès, c'est grâce à Arthur, entre autres, qui a été reçu ce matin chez Apolline de Malherbe, Arthur Desnouveaux. Oui. On a eu, grâce le juge nous a autorisé, nous, les victimes, ce qui est quand même assez extraordinaire, à avoir le droit à ça. Donc, c'était un combat pour l'avoir. Moi, je l'ai écouté au mois d'août 2022. C'est bon, voilà, moi j'avais déjà entendu, je suis resté 1h45 à partir du début de l'attentat, je suis resté 1h45. Bon, je savais déjà les 3/4 du truc, je connaissais, malheureusement. Et pourquoi les autres va falloir l'écouter? Mais en fait, à un moment donné, si c'est un intérêt. Un élément d'information. Mais si c'est un intérêt historique, moi je l'entends. Mais si c'est comme là on le voit, et dans les reportages qui passent,
il y a un côté historique, mais surtout beaucoup de côté sensationnaliste. Quelque chose de voyeur. Moi, je trouve qu'à un moment donné, tu vois, et aujourd'hui, moi, j'ai demandé des journalistes que je connais, j'ai demandé s'ils avaient le droit de faire ça, de le passer. Ils m'ont dit, ben non, pas trop, parce qu'en fait, c'est un document. Après, moi, j'entends. Je pense qu'il faut, et c'est vrai qu'effectivement, pour la mémoire et pour l'histoire, il faut que ça circule, mais c'est pas possible de le mettre aujourd'hui. On a Rodolphe, qui est un ancien policier, qui veut témoigner. Il est devenu chef d'entreprise, il est dans le Morbihan. Bonjour Rodolphe. Ouais, bonjour les grandes gueules. Voilà, il y a le témoignage de Bruno, et puis 10 ans après, on se demande est-ce qu'on est mieux protégé? Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, non, moi je suis parti il y a une dizaine d'années, et justement, ça a été un peu l'élément déclencheur, les attentats, puisqu'on a bien constaté de toute façon que il n'y avait pas de moyens. Donc en fait, on s'est servi des attentats pour nous dire oui, on va mettre plus de moyens dans le renseignement. Donc il y a eu plus de moyens dans le renseignement au niveau de la DGSI. Mais dans le renseignement territorial, dans les commissariats, où part toujours la petite information qui va faire remonter, qui va faire gonfler un dossier, il n'y a pas de moyens. C'est une catastrophe. Vous savez, tous les policiers qui sont intervenus, moi j'en connais plein, mais plein qui sont intervenus sur les attentats, et les différents attentats, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, il y a eu 0 cellule psychologique derrière. Et ça, faut le savoir. Quand vous intervenez au Bataclan, et Bruno Poncet, heureusement, il est toujours là, mais malheureusement pour lui, ça laisse des traces, comme on dit, dans la tête. Quand vous entendez des balles siffler, vous entendez tout ce territoire de guerre, croyez-moi, n'importe quelle personne humaine, elle est marquée à vie. Et ça, les policiers, il y en a plein qui ont été choqués de voir tous ces corps, toutes ces victimes, et on s'en relève pas, on apprend à vivre avec. Mais aujourd'hui, est-ce que la France, elle est mieux protégée? Moi, je dis que non, clairement non. Il n'y a pas de moyens dans la police aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est une catastrophe. Et pourtant, il y a des attentats qui sont déjoués, on le sait. Les services de renseignement sont. Oui, on a quand même tiré les leçons de ce qui s'est passé. On a tiré les leçons et on a des attentats déjoués. Mais le problème, en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder, parce que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, bien évidemment, on peut se réjouir de ça, mais à côté de ça, il y a énormément de choses qui se passent et qui ne vont pas, et qu'un jour ou l'autre, ça va nous repéter au visage. Regardez ce qui se passe en ce moment avec M. Abdeslam, on s'aperçoit que finalement, il arrive quand même à communiquer et à obtenir des choses. Vous voyez, ce qui est plus dérangeant dans cette histoire, c'est surtout sa compagne qui, elle, est radicalisée et qui était en train de préparer quelque chose. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur notre territoire, il y a encore des gens qui veulent nous faire du mal. Mais ce que dit Rodolphe, par contre, ce que dit Rodolphe, ça a été aussi confirmé par Marc Trévidic, l'ancien juge antiterroriste en France, qui explique qu'il manque de moyens. Et lui, Marc Trévidic, il est venu témoigner au procès pour nous expliquer qu'il a vu en face de lui un des terroristes du Bataclan. Un an ou deux avant que ça se fasse, et il n'avait pas de moyens pour l'arrêter. Tu peux pas arrêter quelqu'un qui n'a rien fait, mais lui il savait, et derrière le radicalisé est parti après direct en Syrie. Et en fait, ce que dit Rodolphe, c'est vrai, il n'y a pas de police de proximité. Peut-être que le Tchétchène je crois que c'est un Tchétchène qui a égorgé dernièrement un des professeurs. En fait, si quelqu'un dans son quartier avait vu que le mec avait un pet, voilà, les deux. Celui qui égorge Samuel Paty, peut-être que quelqu'un dans son quartier aurait pu repérer, qu'un policier aurait pu être au courant de ça. Samuel Paty, là c'est une autre histoire, parce que tout le monde savait qu'il était menacé. Il lui-même le savait. Et il y a eu un déni et peut-être un manque de soutien. Dominique Bernard aussi, la famille était sous surveillance. Où Bruno a raison, c'est que dans les gens qui ont commis des attentats, t'as quand même régulièrement des fichiers S, des gens qui ont été sur surveillance, qui arrivent à repasser sous les radars. Et moi, je dénigre pas tout le travail des enquêteurs, de la police, de la surveillance du territoire sur le fait qu'il y a des attentats déjoués, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils courent après les voleurs qui ont des Audi A5 avec des 4L, quoi.